L'armée nigériane échappait à une embuscade de Boko Haram. Les 5 pays qui participaient à la finalisation d'un plan de lutte contre Boko Haram n'ont pu retenir un montant total pour le financement de cette opération ni la date du déploiement des forces sur le terrain. Financement d'un plan de lutte contre Boko Haram, à quoi servira un plan sans un budget et une date de lancement des opérations? Ce sera notre 3e débat de ce jour. Avant de lancer les hostilités avec nos invités sur ce plateau, madame, monsieur, voici le flash d'information. En Centrafrique, les affrontements qui avaient éclaté la semaine dernière à Bambari dans le centre du pays ont repris ce week-end, faisant au moins 15 morts et 20 blessés selon un nouveau bilan de la gendarmerie locale. Selon des témoins, les tirs provenaient des jeunes musulmans et ex-rebelles Séléka et visaient les positions des miliciens anti-Balaka. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, est arrivé ce dimanche au Nigeria pour y commémorer l'attaque de Boko Haram contre les Nations Unies en 2011, quelques heures après l'annonce de l'attaque manquée contre le chef de l'armée nigériane. La lutte contre Boko Haram est au centre de sa rencontre avec le président Buhari. Au Mali, la rébellion à dominante Touareg dans le nord du pays a suspendu ce dimanche sa participation au comité de suivi de l'accord de paix d'Alger. Les nouveaux accrochages qui ont opposé le 15 août dernier des groupes armés pro-gouvernementaux aux rebelles de la CMA sont les motifs avancés par les rebelles. Au Sénégal, je le disais en introduction de cette nouvelle émission Angle de vue, le PDS, le parti du président Abdoulaye Wade, est au bord de la division au lendemain de la confirmation de la condamnation de Karim Wade à 6 ans de prison pour enrichissement illicite. Faut-il maintenir le fixe de l'ex-président sénégalais comme candidat de ce parti? Les voix discordantes se multiplient au sein du PDS. Confirmation de la condamnation de Karim Wade au Sénégal. La division de la décision, du moins de la Cour suprême, accentue la division au sein du PDS. C'est le premier débat que j'aborde avec mes invités. J'ai sur ce plateau, donc Lamabalo. Il est journaliste et directeur de la radio Soleil FM au Bénin. Donc Lamabalo, bonjour. Bonjour Joël Arafodi, bonjour Joël Lietondi. Merci de m'inviter sur ce premier numéro de Angle de vue. Le plaisir est partagé. J'ai également sur ce plateau de Angle de vue pour recueillir les avis sur les sujets d'actualité de ce jour. J'ai mon ami et compagnon de tous les jours, Joël Lietondi, de la rédaction de SICA. Joël Lietondi, bonjour. Bonjour Joël, bonjour donc là. Bonjour. Bonjour téléspectateurs. Nous démarrons, comme je le disais tantôt, avec le Sénégal. Abdoulaye Wade qui se retrouve dans des difficultés après la confirmation de la condamnation de son fils Karim Wade. Donc là, Mabalo, quel avenir voyez-vous aujourd'hui pour le PDS, le parti de Maître Abdoulaye Wade? Vous savez, Maître Abdoulaye Wade se trouve dans des difficultés, vous faites bien de le dire, parce que c'est sûr que dans son entendement, il ne s'attendait pas à une pareille décision de la Cour suprême. Mais lorsque on fait recours aux tribunaux et que les tribunaux rendent des décisions, eh bien cette décision s'impose tant qu'on a fini d'explorer toutes les voies de recours. Et lorsqu'on en arrive jusqu'à la Cour suprême, c'est que on a combattu longtemps. Donc le procès a duré très longtemps. Et aujourd'hui, avec une pareille décision, ça ne peut que jeter du froid au PDS, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le fils du président Wade a été désigné comme candidat de son parti aux prochaines élections présidentielles. Et une décision pareille vient semer le doute dans les esprits. On se demande s'il faut continuer le combat. Est-ce que ça sème le doute ou bien ça scelle l'avenir de ce parti? Aujourd'hui, on sait que le PDS risque de ne pas avoir un candidat à la prochaine présidentielle. Non, le PDS aura un candidat. Ça peut ne plus être le fils... Le candidat jusqu'à preuve du contraire. Karim Wade, voilà qu'il est en prison. Les choses peuvent changer. On est obligé de tenir compte des circonstances actuelles. C'est vrai que quand j'entends les avocats de Karim Wade, ils disent qu'ils vont maintenant explorer d'autres voies de droit au niveau international. Ils ne veulent pas se limiter exclusivement à ce qui est fait sur le territoire national, mais est-ce qu'ils ont des chances d'aboutir? Une chose est sûre, c'est que cette décision vient vraiment semer le doute, et ça je le redis, dans les esprits. Et c'est sûr que si le parti veut être vraiment actuel, il est obligé de tenir compte de ces nouvelles donnes-là et de voir si quelqu'un d'autre pourra porter le flambeau du PDS à la prochaine élection présidentielle. Monsieur Wade et son fils ont des soucis à se faire. Les partisans du PDS ont des soucis à se faire et ils doivent être très vigilants et aller très vite. Sinon, non seulement ils auront des difficultés à avoir un candidat de taille,
mais il risque de perdre la présidentielle. Et ça n'arrange personne au niveau de ce parti. Donc si on maintenait Karim Wade est maintenu comme candidat pour ce parti, il y a de fortes chances que le parti aille vers une division totale, aille dans le mur. Absolument. Comment voulez-vous qu'un Sénégalais jugé, condamné, et qui doit faire la prison, puisse vraiment briguer la magistrature suprême? On peut avoir la surprise. Au fait, la condamnation ne lui suspend pas ses droits civiques. Oui, mais donc, il peut être candidat. Il peut être en prison. Il peut être en prison et être élu président. Non, cela arrive. C'est arrivé dans un pays du continent africain où un candidat à une élection législative était en prison. Mais il a été élu député. Vous avez dit élection législative. Bien sûr. Ce n'est pas la même chose que la présidentielle. Nous parlons ici. Ce sont les populations qui élisent. La surprise est possible. Les populations ne peuvent pas élire un prisonnier comme président de la République. Si le PDS arrive à faire une bonne campagne, à faire une bonne mobilisation des populations. Le PDS sera obligé de changer de fusil d'épaule. Et moi, je le leur recommande. C'est vrai que je ne suis pas membre de ce parti, mais je pense qu'il faut être réaliste. Lorsque les choses avancent, vous devez pouvoir vous adapter aux choses. Et donc, le parti doit faire recours à ses capacités d'adaptation et tenir compte de la situation actuelle. Le combat juridique n'a fait que trop durer. Et la Cour suprême, on a parlé de la Cour suprême, qui a rendu son verdict. Il faut en tirer les conclusions, je crois. Joël Yetonji, quel avenir vous voyez pour ce parti, le parti de Maître Abdoulaye Wade? Il faut faire remarquer que si ce parti a porté son choix sur Karim Wade, c'est à dessein. Ça faisait partie de stratégies, parmi tant d'autres, d'une des stratégies parmi tant d'autres définies pour sa libération. Eh bien, la condamnation confirmée, c'est dire que la formule n'a pas porter de fruits. Ça a échoué, il va falloir se rebiffer forcément. Et dire que même dans la procédure ayant conduit à cette élection, il y avait eu déjà beaucoup de problèmes, des contestations à l'interne et qui me souviennent que c'est dans cette contestation que l'ancien Premier ministre, Abdoulaye, comment s'appelle-t-il déjà, Ndiaye, voilà, a dû déposer les tabliers et créer son propre parti. Il y a le très redoutable Fadaye, le président du groupe parlementaire du PDS à l'Assemblée nationale, qui a demandé à ce qu'on aille vers la reconstruction du parti. Voilà, il y a autant de données qui, en son temps aussi, ont poussé Abdoulaye Wade à un moment donné à dire « Ok, si c'est le dialogue, je suis prêt pour le dialogue. » Donc, c'est quoi l'avenir du PDS aujourd'hui? Je dis l'avenir du PDS réside dans la capacité d'écoute du président. Oui, mais qu'est-ce qu'il peut écouter aujourd'hui où son fils se retrouve en prison et il se dit justement qu'en le laissant candidat de ce parti, c'est la seule chance pour voir la libération anticipée un jour. C'était la seule chance. Aujourd'hui, le verdict est dit, on sait à quoi s'en tenir, c'est vrai. Il y a deux voies de recours au plan international. Tout à fait. Et il faut espérer, mais on sait aussi que les chances de l'emporter sont minces. Mais on a encore beaucoup de temps, comme l'a souligné tout à l'heure. Donc là, en ce qui concerne un nouveau candidat, mais ce qu'il faut faire remarquer, qui est urgent, c'est qu'à l'interne déjà, ça bouillonne. Et il ne faut pas fermer les yeux pendant longtemps sur ces contestations. C'est heureux qu'à l'interne, il y a un certain nombre qui sont encore là à demander à ce qu'il y ait la refondation du parti. C'est ceux-là qu'il faut écouter et très rapidement changer de fusil d'épaule si on veut que le parti reste et continue. Parce que ce qui se passe aujourd'hui au sein du PDS, c'est tout sauf de la démocratie, c'est tout sauf de la transparence. Et si vous voulez vous aspirer une fois encore à reconquérir la confiance des électeurs, c'est parce que aujourd'hui cette confiance n'existe plus. Et il faut aller vers la reconquête de cette confiance-là. Si vous voulez le faire, il faut déjà nettoyer l'écurie. Et il faut s'y prendre le plus tôt possible à l'interne. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix que de regarder dans la direction de ceux-là qui ont trouvé qu'il ne faut pas quitter le parti et jeter l'opprobre sur le parti, qu'il faut rester à l'interne et essayer de changer ce qu'il faut changer encore. Je pense que l'avenir de ce parti dépend largement d'Abdoulaye Wade, de sa capacité d'écoute à pouvoir apporter la touche qu'il faut à ce parti. Autrement, le parti risque de sombrer et ce sera bien dommage. Si vous permettez, on ne peut pas réduire la vie d'un parti politique à un individu. Moi, j'ai toujours été contre ça. Et je crois que l'Afrique a intérêt à développer ce genre de choses-là. Vous ne pouvez pas limiter la vie d'un parti politique à un individu. Monsieur Karim Wade a été ministre du ciel et de la terre. Ça veut tout dire. Il était tout puissant. Et il a eu sa chance de gérer les choses au Sénégal. C'est vrai qu'aujourd'hui, et ça Joël fait très bien de le remarquer, on a suscité sa candidature, on l'a pris comme
porte-flambeau du PDS parce qu'on voulait faire une pression sur la justice. Et ça n'a pas marché. Et figurez-vous, le président Macky Sall connaît très bien Karim Wade pour avoir géré le pouvoir avec lui. Donc, M. Macky Sall n'est pas étranger à la gestion de M. mais certains pensent que c'est un procès politique. Oui, parce que dans tout ce qui se fait, c'est Karim Wade seul aujourd'hui qui se retrouve inculpé, qui se retrouve condamné dans cette affaire. Ils étaient peut-être 22 au début, mais il est le seul, pratiquement ancien ministre, condamné aujourd'hui. On dénonce une manipulation politique dans ce procès. Non, ceux qui parlent de procès politique n'ont pas tort. Ceux qui parlent de procès politique n'ont pas tort, mais est-ce que M. Karim Wade a été impliqué à un moment ou à un autre dans ces faits qu'on lui reproche? La justice sénégalaise s'est prononcée. Et pour moi, lorsque la justice se prononce et qu'on arrive à épuiser tout ce qu'il y a comme recours et que la condamnation est confirmée, ça veut dire que la justice s'est prononcée. Alors moi, je pense que il faut laisser les choses se faire. Et le PDS doit tirer les conclusions. Ce n'est pas la peine de continuer à insister pour que M. Karim Wade soit le prochain président. Et les choses ne sont même pas données parce que ça va être très rude. Vous pensez qu'en face, on va pas saisir cette opportunité-là pour démontrer que le candidat du PDS n'est pas celui qu'il faut pour le Sénégal. Le PDS, encore une fois je le dis, doit tirer les conclusions et penser à une refonte à l'intérieur du parti. C'est aussi cela la politique. On ne peut pas refuser, n'est-ce pas, les refontes. Mais j'ai l'impression qu'au niveau du PDS, l'ancien président Abdoulaye Wade est toujours en train de faire prospérer son hégémonie. C'est vrai que c'est un patriarche. On doit respecter ce que le patriarche veut. C'est normal, vous ne voulez quand même pas qu'il sacrifie ce parti au profit de son fils. Il veut la sortie de son fils. Il veut faire la promotion de son fils également, non, écoutez, qui est un militant du PDS. La promotion de son fils, vous pensez que son fils n'a pas été suffisamment promu? Vous pensez? Est-ce qu'il faut être président de la République pour être suffisamment promu? Oui, mais il veut continuer, il veut pouvoir continuer par le faire. La justice s'est prononcée. Le PDS a l'occasion maintenant de penser à sa refonte. Et de consommer cette décision. Et si les acteurs du PDS ne tirent pas les conclusions de cette décision de justice, ils seront les seuls à pleurer. Ils n'auront plus que leurs yeux pour pleurer. Ça va être dommage. À Joël Yetondier, on sait qu'en politique, tout est possible. Et si le PDS changeait de stratégie politique en s'alliant, par exemple, au président Macky Sall, parce qu'il est dit que tous ceux qui, dans cette affaire, se sont alliés par la suite au président Macky Sall, ont vu leur charge abandonnée. Est-ce que vous pensez que si le PDS aujourd'hui s'arrime au président Macky Sall, cela peut changer le sort de Karim Wade et sauver le parti des risques de division? Bon, c'est une option plausible. Vous avez parlé de politique. C'est vrai qu'en politique, tout est possible. Même les alliances qualifiées de contre-nature, c'est possible en politique. Même parlant d'Abdoulaye Wade, pour le parcours de l'homme, pour l'homme qu'on a souvent vu à l'œuvre, je doute fort qu'il aille vers cette option-là. Maintenant, si cela arrive, ce serait vraiment un coup de tonnerre. Maintenant, ça va être aussi trop facile. Non. Quand on voit, je dis c'est vrai, en politique tout est possible, mais je ne vois véritablement pas ce schéma. Je ne vois pas ce schéma, et si ça arrivait que ça se passe comme ça, ça va être aussi trop facile. Et ce serait aussi bien dommage pour la justice, que ce soit dans ces conditions qu'on libère Wade, vous voyez, ça va être trop facile. Et ce serait donner davantage, un recours gracieux une fois qu'il est dans le camp. Encore que ce n'est pas perdu. Aujourd'hui, ce n'est pas perdu. Ce n'est pas perdu. Il s'agira simplement pour Abdoulaye Wade de revoir sa position, sa stratégie. Il y a de ces sorties malheureuses qu'on ne peut pas vraiment cautionner, qu'on ne peut pas applaudir. Abdoulaye Wade est ancien chef d'État, vous l'avez dit. Il est ancien leader politique. Aujourd'hui, 89 ans. 89 ans, c'est important dans la vie de l'homme. Donc, il sait comment s'y prendre. Je pense que la méthode n'a pas marché. Abdoulaye Wade a à comprendre qu'il faut changer de méthode. Et en changeant de méthode, qui nous dit qu'il ne sera pas gracié. C'est possible aussi. C'est une option plausible. Il faut aller vers ça. Mais je veux rapidement bondir sur votre question d'alliance politique. Non, de procès politique qu'on a trop agité. Je dis, il y a un autre aspect qui est fondamental qu'il faut aussi souligner. Et ça, on ne le dit pas suffisamment. Ce qui s'est passé au Sénégal doit pouvoir édifier. Et là-dessus, je veux rappeler que Karim Wade a aujourd'hui 43 ans. Le parti qu'il porte a 41. Vous faites le calcul, ça fait 2 ans de différence. Il n'était pas encore né quand le parti a commencé par faire parler de lui et s'est imposé. Il ne faut pas faire porter aux enfants. On peut les aimer. Une charge trop lourde. Je pense que, s'il vous plaît, non, aux âmes bien nées, je fais la différence, je dis, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années.
on aurait souhaité que vraiment Karim boit le calice jusqu'à la lie. Parce que son papa aurait voulu que ce qui est en train de lui arriver aujourd'hui lui arrive. C'est un peu trop facile. Ce qui s'est passé là, c'est l'argent du contribuable. Karim doit pouvoir répondre. C'est parce qu'il y a malheureusement de la matière que la justice est obligée d'en arriver là. Ça aussi, on ne le dit pas suffisamment. Que nos chefs d'État fassent quand même, pour parler comme l'Ivoirien mollo, doucement, en voulant céder des choses aux enfants, qu'on voit ce qu'on peut leur céder. Mais que de loin, l'autre arrive à dire oui, il mérite. Donc vous pensez que le père a gâté le fils? Le père a gâté le fils, a trop gâté le fils. Aujourd'hui, il faut aider à ce qu'on lui tire un peu les oreilles. Si Karim sort demain, il saura comment conduire les rênes des choses. Maintenant, pour revenir au parti, il faut aider ce parti à ne pas mourir. 89 ans, ce n'est pas peu non plus. Abdoulaye Wade n'est pas éternel. Il n'est donc pas immortel. Il va partir un jour. Il faut faire en sorte qu'après lui, que le parti puisse rester. Ça restera un bel héritage. Il va falloir que de plus en plus nous travaillions à ce qu'il y ait des partis forts dans nos républiques. Il y a des partis phares, il y a des partis vitrines. Ça manque aussi en Afrique. Et le PDS peut jouer ce rôle. Et le faire, c'est permettre à ceux-là qui sont encore au sein du parti, qui pensent que le parti leur a tant donné, qu'ils ont aussi à tant donné à ce parti. Il peut rester encore à la touche pendant qu'il est encore vivant, à guider les pas de ceux-là qui veulent bien faire le jeu, l'expérience politique, les conduit afin qu'il y ait encore quelque chose de formidable que ce Sénégal a donné à ce continent africain. Merci Joël Yetonji. Donc là, Mambalo, très rapidement, vous pensez l'arrimage Macky Sall, Abdoulaye Wade, ça peut sauver le parti, le PDS? Tout est possible en politique. Ça me fait sourire. C'est vrai que tout est possible en politique, mais tout n'est pas compréhensible. Vous avez entendu le discours du président Abdoulaye Wade? Vous avez entendu tout ce qu'il a pu dire de Macky Sall? Les discours injurieux. Non, les choses se disent. En politique, il y a l'élan. Quand on est fâché, on dit des choses, mais le lendemain, on ravale facilement. Ça vaut mieux en politique. Le président Abdoulaye Wade est un président fier. Fier de lui, et un président qui assume. Vous comprenez? C'est vrai qu'il a trouvé tout ce qu'il peut trouver comme subterfuge pour éviter la prison à son fils, mais son fils a été condamné à 6 ans de prison, c'est beaucoup, voyez-vous. Et je ne suis pas sûr que le président Abdoulaye Wade fasse profil bas aujourd'hui au point de se rallier au président Macky Sall. Et je me demande même si le président Macky Sall va l'accepter aussi facilement, parce que il est dit du président Abdoulaye Wade que c'est un renard politique. C'est-à-dire que il réfléchit à 100 à l'heure malgré son âge. Et il peut vous trouver beaucoup de situations difficiles. Donc, les gens s'en méfient. C'est un allié qui peut être gênant. Qui peut être très gênant parce que personne ne sait réellement quelle est l'intention de l'allié. Voilà. Et le président, je ne lui prête pas des intentions, mais je pense que Abdoulaye Wade est suffisamment rusé pour son expérience politique et pour savoir ce qu'il veut. Non, je crois qu'ici, c'est consommé. C'est consommé. Et le PDS doit, encore une fois, je le dis, tirer les conclusions. Il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant parce que Joël fait bien de dire que le monsieur Wade Karim a 43 ans actuellement. Il est encore jeune. Il est jeune. 6 ans de prison. Peut-être que si ça marche, il sortira à 49 ans. Il est encore jeune, même si je pense que la prison n'est pas souhaitée à un leader politique. Mais même si on doit faire une situation atténuante à monsieur Karim Wade, ça ne sera plus avant la présidentielle. Et ça, c'est clair. Donc, il faudrait qu'il se batte, le PDS, pour aller à la présidentielle avec un candidat autre que Karim Wade. Et peut-être qu'après la présidentielle, on verra dans quelle mesure assouplir la peine de M. Karim Wade. Merci donc, Lama Ballo. Merci, Joël Yetonji. Madame, monsieur, ce sera tout pour notre premier débat de ce jour. Voici un nouveau point de l'actualité. C'est le flash d'information. En Centrafrique, les affrontements qui avaient éclaté la semaine dernière à Bambari dans le centre du pays ont repris ce week-end, faisant au moins 15 morts et 20 blessés selon un nouveau bilan de la gendarmerie locale. Selon des témoins, les tirs provenaient des jeunes musulmans et ex-rebelles Séléka et visaient les positions des miliciens anti-Balaka. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, est arrivé ce dimanche au Nigeria pour y commémorer l'attaque de Boko Haram contre les Nations Unies en 2011, quelques heures après l'annonce de l'attaque manquée contre le chef de l'armée nigériane. La lutte contre Boko Haram est au centre de sa rencontre avec le président Buhari. Au Mali, la rébellion à dominante Touareg dans le nord du pays a suspendu ce dimanche sa participation au comité de suivi de l'accord de paix d'Alger. Les nouveaux accrochages qui ont opposé le 15 août dernier des groupes armés pro-gouvernementaux aux rebelles de la CMA sont les motifs avancés par les rebelles.
Cette émission se poursuit avec nos deux invités. Nous nous intéressons à présent à la présidentielle du 11 octobre prochain au Burkina Faso. 22 candidats pour la présidentielle au Burkina. Que fera le Conseil constitutionnel de la candidature des ex-proches du président Compaoré après, bien évidemment, l'annulation du nouveau code électoral par la Cour de justice de la CEDEAO? C'est une grosse interrogation que je m'en vais directement vous poser. Joël Yetondy, à votre avis, que fera le Conseil constitutionnel de la candidature des ex-proches du président Compaoré? Le Conseil constitutionnel devra dire le droit, je pense. Vous avez souligné tout à l'heure un fait qu'on ne peut pas rappeler, c'est la décision de la Cour de justice de la CEDEAO, qui, si elle n'existait pas, pouvait amener le Conseil constitutionnel à faire un peu dans la va-vite. Mais dans le cas d'espèce, on n'a pas le choix, on est obligé de prendre du recul. Il faut remarquer que ceux acquis à la cause de Blaise Compaoré, qui se sont désormais regroupés dans un creuset pour donner de la voix le 9 avril, ils se sont insurgés contre cet article qui les excluait d'office. Ils l'ont fait à nouveau, mettant en gaz la Cour ou le Conseil constitutionnel contre d'éventuelles exclusions. Là-dessus, je pense que ces données réunies peuvent influencer un peu la décision de ce Conseil, si le Conseil, a priori, devrait trancher dans le vif en tenant compte de cet article qui met out tout cela qui hier avait soutenu Blaise Compaoré. Mais il faut remarquer que de par la nature de cette Cour, de par la nature de ceux qui la composent, de par leur mission, ça là aussi, on n'aura de cesse de leur demander un peu de la sagesse. Et ce n'est pas pour rien qu'on les appelle des sages. Dans le contexte actuel, le Burkina Faso a besoin de tranquillité. Et ce qu'on peut demander, c'est qu'on sache raison garder. Les gens en question, est-ce qu'ils sont des repris de justice? Non. Des criminels avérés? Non. Est-ce que ce sont des gens qui ont vu leur droit de vote mis en cause? Non. Donc tous ces paramètres pris ensemble, et avec cette dernière décision de la transition qui a demandé à ce que chaque parti puisse signer un pacte de non-agression, que ce soit journaliste, acteur politique, homme de la société civile, je pense que le tout mis ensemble, on peut trouver des raisons pour calmer les ardeurs et amener les acteurs politiques à faire le jeu sur le terrain. Le vendredi déjà, le Conseil constitutionnel a donné une décision. C'était pas attendu non plus. A débouté ceux-là, les OSC qui ont demandé à ce que tous ceux-là qui ont soutenu Blaise Compaoré ne puissent pas participer aux élections législatives. On a tous applaudi. Parce que là-dessus, l'article aussi est clair, on ne peut faire de recours qu'après la publication des listes. Le recours a été adressé avant la publication. La Cour a débouté cette décision. On espère que ce sera pareil. Parce que avant la date fatidique du 11 octobre, tout peut arriver. Et personne n'a intérêt à ce que, une fois encore, le Burkina Faso dans le chaos. Donc là, Mabalo, quel sera le comportement du Conseil constitutionnel burkinabé? Alors, moi, je voudrais d'abord me réjouir de l'avancée de la situation au niveau du Burkina Faso, parce que je faisais partie de ceux qui pensaient que la transition était en train de faire du dilatoire pour ne pas partir. Mais je me rends compte que les choses évoluent, et dans le bon sens au Burkina Faso. 22 candidats, pour moi, c'est déjà trop. C'est déjà trop pour une élection présidentielle, pour un Burkina Faso qui est dans cette situation. Nous avons un pays qui a connu 27 ans de règne du président. Il y a aujourd'hui le vide, tout le monde aiguise son appétit. Mais c'est qu'il faut être sérieux. Chacun pense qu'il peut justement aller gouverner la Côte d'Ivoire qui sort du chaos. Le Burkina a besoin de personnalités politiques fortes, des gens qui doivent venir pour développer le Burkina Faso. Il y en a parmi les candidats, je ne veux pas porter de jugement de valeur, il y en a parmi les candidats qui peuvent se rallier à d'autres pour porter un idéal pour le Burkina Faso. Pour moi, c'est important. Mais il y a une chose fondamentale qui m'a dérangé et qui continue de me déranger. C'est que depuis la décision de la Cour de justice de la CEDEAO, je n'ai pas encore entendu, à moins de me tromper, les autorités burkinabées nous dire clairement ce qu'elles pensent de cette décision. Elles sont restées muettes. Oui, justement, et moi, ça m'inquiète. C'est pour cela qu'on s'interroge sur le comportement que le Conseil constitutionnel aura. Et ça m'inquiète, et je crois que nous devons tous nous en inquiéter. Normalement, lorsque la Cour, qui est une Cour supranationale, une Cour qui rend une décision pareille, les autorités du pays concerné devraient pouvoir donner leur appréciation. Mais les autorités n'ont rien dit jusque-là. Et le code électoral
est restée en vigueur telle qu'elle au Burkina Faso. Alors, ça me pose un problème. Ça me pose un problème. Mais en même temps, je me dis, peut-être que les choses ont avancé au niveau des autorités du Burkina, puisque les candidatures des proches de Compaoré n'ont pas été rejetées. Donc, ces candidatures-là ont été enregistrées pour le moment. Oui, mais pour l'instant, il revient au Conseil constitutionnel. Le 29 août prochain de donner la liste définitive. Je n'ai peut-être pas le droit de le dire, mais je pense qu'il faut le dire. Parce que sur ce plateau, à plusieurs reprises, je n'ai jamais compris pourquoi on peut interdire à des Burkinabés de postuler, n'est-ce pas, à la présidence sous prétexte qu'ils auraient pactisé avec le diable, sous prétexte qu'ils auraient travaillé de façon étroite avec le président Compaoré. Encore que, quand on prend le Burkina Faso aujourd'hui, sur les 22 candidats, il y a au moins une vingtaine qui ont été des anciens collaborateurs du président Blaise Compaoré. On a géré un pays pendant 27 ans, mais tout le monde devient collaborateur. Ça veut dire que je ne sais pas si au Burkina Faso aujourd'hui, on peut prendre un cadre qui n'a pas collaborer avec le régime Compaoré. Donc pour moi, c'était un faux problème. Et le Conseil constitutionnel a l'occasion maintenant de rétablir tous les Burkinabés dans leurs droits. C'est important. C'est une épreuve et c'est une épreuve sérieuse. Parce que si jamais le Conseil constitutionnel en arrivait à invalider certaines candidatures pour cette raison-là uniquement, je crains que le Burkina Faso ne reparte encore dans des troubles. Et ça n'avance pas l'Afrique. C'est très important. Maintenant, je dis, ce n'est pas parce qu'on a la possibilité de se présenter à l'élection présidentielle qu'il faut aller non plus... oui, et c'est justement ma question. C'est un problème pour moi. C'est justement la question que je m'en vais vous poser aujourd'hui. On a, au nombre des 22 candidats, au moins une quinzaine qui proviennent de l'opposition. Alors, face à cette multitude de candidatures de l'opposition, est-ce que le pouvoir ne risque pas de retourner encore vers les proches de Compaoré? Vraiment, c'est un problème sérieux parce que et ça c'est connu en Afrique. Vous savez très bien que les oppositions africaines ont un problème de cohésion. Et le cas du Bénin est là, le cas de chez Nkurunziza, le cas du Burundi est là, le cas du Congo est là et tout le reste. Ce sont des problèmes très importants que nous retrouvons dans la plupart des oppositions. Mais en même temps, ça peut être une stratégie. Ça peut être une stratégie. L'opposition peut vouloir aller comme ça, n'est-ce pas, pour se donner beaucoup plus de chances ou pour émietter les voix. Émietter les voix de l'opposition, parce que si le parti au pouvoir a ses sympathisants, ses militants, ses fiefs, et le parti, je veux parler du parti de Compaoré, s'il a ses militants traditionnels, et ceux-là aujourd'hui décident vraiment de soutenir le candidat du CDP, Edi Komboigo, celui-là risque de gagner dès le premier tour. Le risque aussi est là. C'est pas évident. Parce que ce n'est pas évident. Vous savez, si l'opposition n'arrive pas à s'entendre sur un candidat, l'idéal aurait été que l'opposition puisse s'entendre sur un candidat unique. Mais à défaut d'avoir cet idéal-là, il faut tenir compte de la situation. Donc il faut être réaliste. La situation actuelle est telle que nous avons beaucoup de candidats de l'opposition. Maintenant, il y a un second tour. Il y a un second tour. Donc si, par extraordinaire, les candidats de l'opposition qui ont également une certaine cote, arrivent à réunir un pourcentage donné, mais au second tour, ils vont tous se mettre derrière un candidat. Donc, il y a la possibilité des alliances au second tour. L'idéal est là, mais quand on n'a pas l'idéal, on est obligé d'analyser ce qui est réel. Et c'est ce que nous faisons. C'est à déplorer. Je crois qu'il faut vraiment déplorer ça, mais ça fait partie également des organisations politiques dans chaque pays. Ça fait partie je ne sais pas, de la réforme du système partisan. Et actuellement, on en parle suffisamment au Bénin. C'est très important d'avoir des blocs qui aspirent à la gestion de l'État. Malheureusement, nous faisons nos discours, mais bon, les politiciens ont leur réalité. Joël Yetonji, plusieurs candidats qui viennent de l'opposition. Ils sont plus d'une quinzaine, alors que l'ancien parti au pouvoir, le CDP, n'a que Edi Komboigo comme candidat. Et les proches de Compaoré, les anciens proches, je veux citer par exemple Djibril Bassolé, ils ne sont pas nombreux justement à être candidats pour cette élection présidentielle. Est-ce que tel que cela se présente, l'ancien parti au pouvoir ne risque pas de remporter cette élection présidentielle même dès le premier tour? Bon, j'en doute parce qu'on ne peut pas oublier les conditions dans lesquelles le Burkina Faso en est là où il en est aujourd'hui. Et là, la population n'a pas oublié non plus parce que c'est elle qui a dicté la voie à suivre. C'est elle qui est un peu à l'origine de ce que vit aujourd'hui le Burkina Faso. Après la victoire, mais le pouvoir est ramassé. Remarquez que ce qui se passe, ça ne se passe pas aujourd'hui dans la cacophonie. On n'a pas l'impression d'une opposition qui se tire dans les pattes au Burkina Faso. Non, chacun ira en campagne. Et chacun va défendre sa paroisse. Oui, je dis que c'est le scrutin a priori le plus ouvert que le Burkina Faso n'a jamais connu depuis 1960. Chacun se sent vraiment comme
en même de faire ou d'apporter à ce Burkina Faso ce dont il a rêvé pendant des années, il l'a jamais obtenu. Et en cela, chacun veut essayer sa chance. Et c'est vrai que ce n'est pas exclu qu'au second tour, qu'on voit des gens créer des alliances. Pour l'instant, la préoccupation n'est pas là. Chacun veut se défouler, chacun veut montrer ce qu'il est en mesure de faire. Chacun veut essayer de convaincre. Et autant qu'ils sont, ils ont des fiefs, ils ont des soutiens, ils ont des militants. C'est ça un peu la différence par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent. Le cas Burkina Faso est un peu atypique dans le genre où on a eu quelqu'un qui a conduit le pays pendant 27 ans. Un règne, même si c'est en démocratie, au fait, sans partage. C'est ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, l'homme n'est plus là. Donc, tout le monde veut essayer l'épreuve. Donc, tout peut arriver. Mais le jeu va se faire beaucoup plus sur le terrain. La capacité de chaque candidat à pouvoir convaincre, la capacité de chaque candidat à pouvoir faire oublier les heures d'hier, à pouvoir rassurer de ce que vraiment on n'est pas foncièrement mauvais. Là, je veux parler de ceux-là qui ont accompagné ouvertement Blaise Compaoré dans sa vision et surtout de la Constitution. Donc, tout peut arriver. C'est vrai, hier, les caciques du pouvoir peuvent revenir, comme on peut avoir un président qui sera issu de l'opposition. Tout reste ouvert au Burkina Faso. Tout dépend de la capacité d'action de chacun de ces leaders sur le terrain. Le 29 août, nous aurons plus de candidats. Sur les candidats, nous aurons plus de précisions du moins sur les candidats retenus par le Conseil constitutionnel du Burkina Faso. Ce sera tout pour le deuxième débat de ce jour. Voici un nouveau point de l'actualité, c'est le Flash. En Centrafrique, les affrontements qui avaient éclaté la semaine dernière à Bambari dans le centre du pays ont repris ce week-end, faisant au moins 15 morts et 20 blessés selon un nouveau bilan de la gendarmerie locale. Selon des témoins, les tirs provenaient des jeunes musulmans et ex-rebelles Séléka et visaient les positions des miliciens anti-Balaka. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, est arrivé ce dimanche au Nigeria pour y commémorer l'attaque de Boko Haram contre les Nations Unies en 2011, quelques heures après l'annonce de l'attaque manquée contre le chef de l'armée nigériane. La lutte contre Boko Haram est au centre de sa rencontre avec le président Buhari. Au Mali, la rébellion à dominante Touareg dans le nord du pays a suspendu ce dimanche sa participation au comité de suivi de l'accord de paix d'Alger. Les nouveaux accrochages qui ont opposé le 15 août dernier des groupes armés pro-gouvernementaux aux rebelles de la CMA sont les motifs avancés par les rebelles. Notre troisième et dernier sujet du jour porte sur la rencontre des chefs d'état-major des pays en lutte contre Boko Haram qui a eu lieu ce week-end à N'Djamena au Tchad pendant que le chef de l'armée nigériane échappait à une embuscade. Les 5 pays qui participaient à la finalisation du plan de lutte contre Boko Haram n'ont pu retenir le montant total du financement de cette opération ni la date de déploiement des forces sur le terrain. Finalisation d'un plan de lutte contre Boko Haram, à quoi servira un plan sans un budget et une date de lancement des opérations? C'est le troisième thème de ce débat, de cette nouvelle émission Angle de vue, donc Lamabalo. Je vous pose la question directement, à quoi peut servir un plan de lutte contre Boko Haram si les dirigeants, les chefs d'état-major n'ont pas pu retenir un budget final et que si jusqu'à aujourd'hui on tourne encore en rond par rapport à la date du déploiement sur le terrain? Je suis certain que vous avez la réponse. Je n'ai pas la réponse, c'est pour cela que je viens chercher je suis certain que vous avez de la votre réponse, côté. Parce que un plan sans budget, ça n'a pas de sens. Ils n'ont pas pu finaliser. Oui, ils sont en train de tergiverser pendant encore. Ce temps, et ils recherchent encore les sources de financement. Pendant ce temps, Boko Haram continue de tuer. Et Boko Haram va continuer de tuer. Et je suis sûr que l'état-major de Boko Haram serait en train de rigoler à voir les chefs d'état-major de la sous-région se retrouver pour décider d'un plan de financement. Ça fait longtemps que ça dure. Souvenez-vous que nous avions eu déjà, entre-temps, une date précise pour l'entrée en action des éléments de cette force-là. Mais cette date n'a pas tenu. Et donc, Boko Haram, pendant ce temps, a continué à avancer. Alors, je suis sûr d'une chose. C'est quoi? C'est que lorsque vous mettez sur pied une force comme celle dont parle le chef d'état-major, il faut financer. Et pour financer, il faut des participations des pays concernés. C'est très important. Par contre, je pense qu'on n'est pas obligé de donner une date pour démarrer les hostilités. Parce que
Je ne suis pas militaire, mais je crois qu'en Vous pensez que c'est une stratégie militaire de ne pas donner la précision? Lorsque vous dites à moins que ça ne soit de la diversion, lorsque vous dites nous allons démarrer à telle date, mais c'est que les gens sont prêts à vous cueillir à cette date-là. Donc je ne suis pas sûr que dans la stratégie on puisse donner une date, à moins que cela ne soit une diversion. Et ça c'est important pour moi. Mais j'ai un problème fondamental. Le problème que j'ai, c'est que je vois un peu les forces en présence. Le Nigeria qui donne la plupart, enfin la majorité des militaires, le Tchad, le Cameroun, le Niger et le Bénin. Le Bénin qui propose 750 soldats. Observez avec moi que parmi ces 5 pays, autour de ces 5 pays-là, il n'y a que le Bénin jusqu'à présent qui n'est pas encore été attaqué par Boko Haram. Et ça ne va pas rater. Ça ne va pas rater si le Bénin continue son implication. Avec 750 hommes seulement, on veut mettre en danger des milliers de millions, des millions de Béninois. Si le Bénin ne réagit pas, la nébuleuse est non loin, à ses portes et à ses frontières. Donc il faut bien aller au secours de ceux qui luttent aujourd'hui contre Boko Haram. Lorsqu'on parle de mobilisation de ressources financières, le Bénin peut donner combien dans ce combat-là? Mais vous n'êtes pas membre du gouvernement. Je ne suis pas membre du gouvernement béninois. Mais le Bénin peut mobiliser. Déjà en mettant des hommes à disposition, c'est une mobilisation. Vous connaissez l'état de l'armée du Bénin? Dites-moi, vous semblez bien connaître l'armée béninoise. Les scandales, les difficultés qu'il y a au sein de l'armée. Dites-nous, quelles sont les difficultés qu'ils ont? Je ne suis pas là pour vous dire les difficultés que l'armée du Bénin a, mais je pense que dans ce combat-là, il ne faut pas jouer les premiers rôles, parce que nous sommes les moins exposés. Enfin, le Bénin est le pays le moins exposé. Quand vous faites attention, tous les autres pays ont été déjà attaqués une fois par Boko Haram. Vous comprenez? Et quand les états-majors continuent de tergiverser sur une question fondamentale, c'est que nous perdons du temps et nous mettons les populations en danger. Je voudrais me réjouir du fait que le Nigeria a essayé de contourner l'embargo, en commençant par fabriquer des armes sur son territoire. C'est une trouvaille géniale de ma part, parce que pendant longtemps, on a dit il faut importer des armes au Nigeria pour pouvoir lutter contre Boko Haram. On a été confronté à un embargo, mais on a trouvé une solution pour contourner l'embargo. Je veux constater que le président nigérian est en train de faire beaucoup d'efforts. Le Tchad également fait beaucoup d'efforts. Le Tchad qui doit fournir 3000 hommes, le Tchad fait beaucoup d'efforts. Le Cameroun aussi. Le Niger un peu moins. Oui, ce sont les pays les plus exposés, donc c'est normal qu'ils fassent des efforts. Mais les plus exposés, je pense qu'il faut laisser le combat aux pays les plus exposés. Je parle sous le contrôle de Joël Yetonji. Alors, je me tourne justement vers vous, Joël Yetonji. Pourquoi est-ce que ça tarde autant à déployer les forces? On fait une réunion, on n'arrive pas à finaliser un budget. Comment est-ce qu'on peut comprendre cette lenteur autour de la mise en commun des forces? Non, il y a des actions éparses qui se mènent dans chaque pays. Oui, bon, il n'y a plus de lenteur dans la conjonction des efforts militaires. On ne peut plus le dire aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas venus maintenant à donner chacun l'effectif. C'est la phase opérationnelle que nous attendons. Et je dis, c'est quand même un petit pas de franchi qu'il faut saluer parce que des points de vue aussi divergents, s'associer pour finalement parvenir à retenir quelque chose, ce n'est jamais une mince affaire. Ils sont parvenus chacun à donner l'effectif qu'il peut mettre à disposition. Mais le plus important, comme le soulignons, c'est la phase opérationnelle. Parce que pendant que ça met du temps, de l'autre côté, ça agit. Et ça, il faut aussi comprendre. Il faut comprendre parce que quand vous prenez individuellement chacun des pays, il faut constater, le Cameroun a suffisamment donné financièrement parce que de l'argent, on en a sorti. Le Tchad, pareil. Le Nigeria, n'en parlons plus. Vous prenez le Niger, aujourd'hui, en dépit de l'uranium, on est obligé de porter le Niger. On continue de parler de famine, on continue de parler des poches de pauvreté. Mais l'urgence est là. Vous prenez aussi le Bénin, il faut constater que financièrement, le pays ne se porte pas vraiment bien. Non, ce n'est pas vous qui me démentirez. Donc les problèmes sont là, sérieux. Donc ce qu'il faut faire en urgence, parce que le mal est là, et la pieuvre est têtue, elle a démontré récemment qu'elle a une capacité de nuisance terrible. Vous avez constaté, le nouveau général qu'on vient de nommer, on a dit de lui beaucoup de bien. C'est un homme de terrain qui ne s'est pas resté au bureau. Et ça aussi, je salue au passage, parce que hier, on a vu une force armée qui détale au moins de gestes de Boko Haram, aujourd'hui devenu l'État islamiste de l'Afrique de l'Ouest. Mais cette fois-ci, ils ont résisté. On n'a pas décapité le nouveau chef. On le décapitait que ce serait la débandade. C'est à saluer. Mais il faut rester davantage vigilant. Et ce qu'il faut faire, c'est agir rapidement. Agir rapidement. Je pense que c'est l'Union africaine qui est interpellée. Je pense que c'est la coopération européenne qui est interpellée. Il faut mettre de l'argent à disposition. Parce que ce qui se passe là, ces pays déstabilisés, écoutez, c'est encore un autre appel
à l'immigration. Les gens vont vouloir quitter. Oui, alors, il faut pouvoir mettre la main à la poche le plus rapidement Oui, possible. mais dites-nous, Joël Etoyi, pourquoi les Nations Unies ne prennent pas le devant alors de cette lutte? Parce que, comme au Mali ou en Centrafrique, on a vu les Nations Unies, aujourd'hui, les vies humaines sont menacées. Pourquoi on ne déploie pas, par exemple, des casques bleus? On va pas leur jeter la pierre. Il faut que nous commençons, comme on l'a souvent martelé ici, par prendre nos responsabilités. Et quand on agisse de la façon la plus forte possible, ils seront obligés de venir vers nous. Il faut remarquer que ces forces dont nous parlons, ils sont malheureusement partout. Partout à la fois. Ils sont sur trop de fronts. En Syrie, vous avez parlé du Mali. Et récemment, on nous a dit hier, c'est la France qui miraculeusement a évité le pire grâce à quelques Américains. C'est heureux. Donc, le danger est permanent à leur porte. Si nous, Africains, nous ne montrons pas que nous, vraiment, des vies humaines qui tombent comme ça se fait, comme des fruits cueillis, ça ne nous inquiète pas. Les autres continuent pas à traîner les pas. Constatez qu'on tue sérieusement chaque jour en Afrique. C'est pourquoi j'ai commencé à dire, il faut d'abord qu'au niveau de l'Union africaine, dans la charte, il y a une ligne budgétaire pour ça. Moi, je ne sais pas pourquoi, jusqu'à présent, on n'a pas entendu l'Union africaine là-dessus. Voilà, nous débloquons tel montant. On va obliger les autres, si c'est une petite somme que le Bénin peut donner, le Bénin peut déjà donner. Et les autres vont pouvoir regagner les rangs. Parce que ce qui se joue aujourd'hui, on n'a pas le choix. Il faut aller en rang serré contre Boko Haram. Sinon, Boko Haram sera davantage fort et va continuer par déstabiliser les États. Constatez déjà quelque chose qu'on ne souligne pas suffisamment non plus. C'est qu'économiquement, ces pays-là sont aussi affectés. Que ce soit le Tchad, le Cameroun, même le Nigeria. Les gens n'arrivent plus à mener leurs activités dans les contrées où vraiment Boko Haram continue de frapper sérieusement. Donc il faut éviter que des États comme le Bénin, qui, malgré la situation qu'on connaît pour ce pays, continue de tenir les premiers rôles au sein de ce regroupement, il faut encourager d'autres à venir regagner les rangs et éviter que ces fausses armées, qui ne sont pas encore sur le terrain, au dernier moment, demandent à rester chez eux. Alors, parce que la peur est là. Ça risque d'arriver. Très rapidement. Je suis heureux de voir très rapidement. Joël me rejoindre sur l'importance pour les pays africains de se prendre en charge. C'est vrai que nous ne devons pas stigmatiser toujours la communauté internationale. Mais sur la question spécifique du terrorisme, je suis heureux de voir que le secrétaire général des Nations Unies est allé au Nigeria. Donc il a pu s'enquérir réellement de la situation. Je suis heureux qu'il ait été là-bas. Parce que la réponse, je l'ai toujours dit, je pense, la réponse au terrorisme doit être une réponse internationale. Ça ne peut pas se limiter à ces pays. Très rapidement, vous allez me répondre très rapidement. Alors, si Boko Haram a pu tendre une embuscade au chef, le nouveau chef de l'armée, de la puissante armée nigériane, est-ce à dire que Boko Haram a des informateurs au sein de l'armée nigériane? S'ils ont pu tendre une embuscade au chef de l'armée, ils peuvent tendre une embuscade à un chef d'État aussi. Vous pensez qu'une armée comme Boko Haram peut fonctionner sans renseignement? Le verre est dans le feu. À un moment donné, on est même allé jusqu'à penser que certains États du Nigeria financeraient, je mets au conditionnel, je n'ai pas les preuves, on est allé même jusqu'à penser que ces États-là financeraient Boko Haram. Et que même Boko Haram aurait des ramifications dans l'armée nigériane. Donc c'est tout dit. Il y a des informateurs. Nous sommes en stratégie de guerre et vous ne pouvez pas avancer sans information, même de l'autre camp. Donc il y a des taupes. On arrive à infiltrer le système. Joël Etoyi, très rapidement. Vous pensez que Boko Haram a des taupes un peu partout? Boko Haram n'avance pas les yeux bandés. Il faut constater, c'est mûri, tout réfléchi, ce qu'il se fait. Mais moi, je ne regarde pas Boko Haram. Je regarde ceux qui sont sur le terrain, qui se montrent braves, courageux. Je veux saluer au passage le général. Chapeau à lui. Parce que là où il a été, ça, on ne l'a pas souligné. C'est non loin de Borno, le défi redoutable de Boko Haram. Il s'est permis, il n'a pas envoyé les gens devant et rester à l'écart. Il est allé lui-même. On aurait pu l'abattre. Il a eu la vie saine et sauve et on a ouvert le feu. On a tué une dizaine. C'est vrai, une dizaine par rapport à la troupe, c'est rien, mais c'est déjà quelque chose. Il faut continuer comme ça. Merci Joël Etoyi, merci. Donc Lamine Ballo, madame, monsieur, ce sera tout pour votre premier numéro, le premier numéro de Angle de Vue. Cette nouvelle émission consacrée au décryptage de l'actualité sur le continent africain. Je vous souhaite une bonne suite de programmes sur Sika, la chaîne qui vous présente le vrai visage de l'actualité en Afrique.